Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue au Forum de la presse politique. Nous avons le plaisir de vous retrouver après quelques temps d'arrêt, mais la réflexion continue. Une réflexion en profondeur sur les mutations en cours dans notre pays, mais surtout sur notre capacité en tant que Congolais, surtout dans l'élite congolaise, de percevoir les enjeux, mais surtout d'être au rendez-vous de la compréhension de ces enjeux. J'ai donc le plaisir de retrouver Jérôme Sekana. Jérôme, bonsoir. Bonsoir William. C'est encore avec plaisir qu'on est ensemble pour co-animer ce forum de la presse politique qui, aujourd'hui, nous allons nous articuler autour d'une pensée principale, c'est l'émergence de la classe moyenne dans un Congo mondialisé. Nous sommes donc entre l'émergence d'une classe moyenne qui est inexistante de la vie de tous et en même temps un Congo qui doit s'ouvrir au monde. Comment pouvons-nous faire face au monde si à l'intérieur nous sommes faibles? Voilà une question fondamentale à laquelle nous allons nous appliquer. Mais pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec Jérôme Sekana deux éminentes personnalités. D'abord, M. l'abbé Mugaruka, qu'on ne présente plus, Richard Mugaruka, prêtre de l'Église catholique, professeur d'université, écrivain, mais surtout et surtout militant pour l'avènement d'une culture démocratique et de paix dans notre pays. Vous ne ménagez aucun effort pour être là où on parle du Congo, et vous, deux fois vous partez seul, sans être mandaté par personne, ne fût-ce que par la force de votre propre personnalité pour parler de notre pays. Et avec ses moyens. Avec vos moyens. Et nous aurons voulu vous honorer aujourd'hui en les disant tout haut qu'il y a des Congolais qui n'ont que leur conscience comme ordre d'émission. Merci donc d'être là avec nous. Merci beaucoup. Voilà. À côté de vous, un autre homme congolais, et pas le moindre, M. Hubert Mpunga, vous êtes économiste. Vous avez travaillé longtemps à l'extérieur du pays, mais vous êtes revenu aussi ici pour travailler à la Banque centrale, vous avez travaillé à l'ambassade américaine, où vous vous occupiez effectivement de la question économique, mais vous êtes spécialiste de l'économie internationale. Vous connaissez les mutations en cours dans notre pays, et vous êtes un observateur avisé de cette question dont nous allons parler aujourd'hui, parce que vous avez déjà publié beaucoup sur la question de la classe moyenne. C'est donc avec mes deux invités que nous allons aujourd'hui discuter et envisager l'émergence d'une classe moyenne, mais surtout aussi envisager la capacité du Congo de se brancher sur une économie mondiale, mais d'être compétitif. Je crois que Jérôme ne me contredirait pas parce que c'est lui qui va ouvrir les débats de ce jour. Merci Willy Kalengai, bienvenue une fois de plus à nos invités. Notre pays est immensement riche, il est considéré comme un scandale géologique, mais la plus grande richesse d'un pays, sont ses citoyens. Et lorsque vous avez des citoyens riches qui ont un revenu qui leur permettent de pouvoir nouer les deux bouts du mois et surtout d'épargner et d'investir, vous pouvez espérer avoir plus tard une classe moyenne. Malheureusement, dans notre pays, nous n'en avons pas. Que faire? Je voudrais d'abord que vous puissiez faire une lecture de cette possible existence de la classe moyenne dans notre pays. Quelle lecture faites-vous? Je commence avec vous, monsieur l'abbé. Merci. Il y a un Africain de l'Antiquité qui a vécu au IVe siècle de notre ère, qui s'appelait Augustin, qui a par la suite été canonisé par l'Église. On l'appelait Saint-Augustin. C'était un Africain du Nord. Et qui disait: il faut un minimum de bien-être matériel pour pratiquer la vertu. Lorsque une population est réduite à une misère extrême, comme dans notre pays, ou comme vous le savez, et comme nous l'a rappelé le programme du gouvernement actuel, 71% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Quand vous avez un pays donc où la population, dans sa grande majorité, est livrée à l'extrême pauvreté, il n'est pas possible que cette population-là puisse pratiquer la vertu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est dominée, elle est accaparée par le souci de la survie. Et lorsqu'un homme a des soucis de survie, il devient incapable de vivre, et en tout cas de vivre dignement. Et c'est vrai, vivre dignement, ce n'est pas simplement résoudre les problèmes vitaux, c'est-à-dire avoir de quoi manger, de quoi s'habiller, avoir un logement,
Ce sont des besoins que j'appelle élémentaires, des besoins vitaux. Un homme n'est pas un animal, il ne lui suffit pas de boire et de manger pour se sentir heureux. Il faut encore qu'il puisse participer à la vie de la société, à la vie de la communauté, qu'il puisse créer un espace où il est possible d'organiser dignement le vivre ensemble, où les gens partagent non pas seulement les biens matériels, mais aussi les biens spirituels, la convivialité, la tristesse, les joies et les peines, tout ce qu'il y a comme activité sociale. Or, vous le savez, dans un pays où les gens sont très pauvres, où ils sont livrés quotidiennement au souci de la survie, il devient impossible de participer à des activités qui, de par leur nature, font appel à la gratuité. C'est-à-dire qu'il est impossible pour quelqu'un qui n'a pas mangé d'aller réfléchir sur la démocratie, sur les projets de société. Vous dites, messieurs, pour moi, démocratie, projet de société, non. J'ai besoin de manger et de boire. Et alors, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous n'arrivons pas à faire de la bonne politique, c'est-à-dire, nous n'arrivons pas à organiser notre société de telle manière que les gens puissent y vivre, s'y épanouir et y vivre harmonieusement, c'est justement cette extrême pauvreté qui fait que les hommes deviennent des loups pour les autres, homo homini lupus. Les gens sont tellement tenaillés par le souci de la survie qu'ils sont prêts à tout et à n'importe quoi pour pouvoir survivre, y compris à la violence. Et dans des sociétés où les gens n'ont pas le minimum vital, où la misère est omniprésente, eh bien on sait que parmi les vices qui se développent, il y a la violence, le phénomène Kuluna, mais aussi le phénomène M23, le phénomène une trentaine de groupes armés qui, en fait, sont-elles à la recherche de la survie. Et alors, à ce moment-là, on ne pense plus à rien du tout. On ne pense à rien d'autre pour survivre. Eh bien, on est prêt à n'importe quoi. Impossible donc si donc on veut créer ce que j'appelle l'harmonie sociale, je ne parle pas encore de la paix. Si on veut créer ce qu'on appelle aujourd'hui la cohésion sociale, si on veut créer une démocratie, il faut d'abord résoudre le problème premier, le problème de la survie, ce qu'on appelle aujourd'hui la pauvreté, la misère. Et tant qu'on n'aura pas fait cela, il ne faut pas s'entendre au développement du pays, il faut encore moins s'entendre à ce que nous puissions avoir une démocratie. Professeur, qu'est-ce qui manque à notre pays pour qu'il puisse avoir une classe moyenne digne? Parce que, apparemment, cette classe moyenne n'existe pas. Vous, en tant qu'économiste, vous analysez la vie en République démocratique du Congo, la vie sociale, la vie économique, la vie politique. Qu'est-ce qui manque à ces pays pour se doter d'une classe moyenne qui est, au fait, le levier du développement et de la démocratie? Merci infiniment pour la question. Vous parlez d'une classe moyenne digne. Il faut qu'il en existe d'abord une qui n'est pas digne. Le discours de la classe moyenne n'est pas nouveau dans ce pays. Il est aussi vieux que l'indépendance de ce pays. Même dans le temps colonial, la création des différentes coopératives paysannes, sous toutes leurs formes, c'était pour répondre à cette question de la classe moyenne. Dans les discours des premiers pères de la nation, dans les discours de Kasavubu, tout comme dans les discours de Lumumba, vous retrouverez les soucis de la création d'une classe moyenne. Dans les discours de Mobutu, la zaïrianisation, la radicalisation et tout ce qui s'en est suivi, c'était des tentatives pour la promotion et l'éclosion d'une classe moyenne. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Le tout dernier discours du président de la République, il en a parlé. L'éclosion d'une classe moyenne, qu'en est-il quand nous y réfléchissons sur le plan économique? Parler d'une classe moyenne, nous parlons de la mobilité sociale, laquelle mobilité sociale est toujours précédée
par une mobilité économique. Et avant de parler de la mobilité économique ou sociale de la nation et des habitants, nous devons parler de la mobilité économique d'une nation. Donc la croissance, donc l'amélioration des conditions de vie d'une nation, donc le développement. Comment est-ce que nous arrivons au développement? D'une façon très pratique, à 3 années de croissance soutenue et continue nous amènent à un pas de mobilité économique. On accède au développement, à l'amélioration générale et globale de bien-être de la nation. C'est quand un pays évolue comme ça et tous les fondamentaux sont améliorés qu'il y a l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, nous accédons à la mobilité sociale des citoyens de la nation. Donc, l'amélioration soutenue du revenu des populations. C'est cela qui amène à la création d'une classe moyenne. Mais il y a des conditions dedans. Oui. Lesquelles? L'amélioration par tous et pour tous. Mais c'est le problème que nous connaissons chez nous. Pour le moment, il y a des écarts. Il y a des écarts, c'est ce qui pose de problèmes. 72% de nos populations sont exclues de l'évaluation du panier de la ménagère. C'est difficile qu'ils apparaissent. Voilà ce qui fait que l'inflation est maintenue. Non, parce qu'il y a des citoyens qui vivent en dehors du panier de la ménagère. Donc la pression de la demande qui pouvait faire bouger les coûts de vie ne provient pas de toute la masse de la population. Ça, c'est très important. Vous avez dit tout à l'heure que la classe moyenne, effectivement, est à susciter, à faire élever. Dans le dernier discours du président, vous avez dit que le président veut cela, mais le président j'ai entendu le Premier ministre dire qu'ils vont aller devant le Parlement avec une loi pour favoriser finalement l'éclosion de la classe moyenne. Pensez-vous qu'une loi déjà est un élément important, ou bien quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place à part la loi? Effectivement, il y a une contrainte institutionnelle. Il y a une lacune institutionnelle qui fait que les potentialités nationales de l'éclosion d'une classe moyenne sont bloquées. Si par exemple, là je veux frapper dur, nous sommes en train d'améliorer les climats des investissements. Quand pour les sociétés étrangères qui viennent s'installer au pays, on demande l'insertion d'un certain pourcentage dans le capital de chaque société étrangère qui arrive sur place ici. La prise de participation par on détermine le pourcentage. La participation des nationaux dans le capital social de toute entreprise qui arrive pour investir ici. Ça facilitera beaucoup de choses. Oui. Effectivement, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas appliqué, ça. Il faut renforcer. Il faut le renforcer. Et ça, c'est très important. C'est très important. Demander même dans certains secteurs d'activité qui puissent être réservés aux investisseurs nationaux. Aller un peu plus loin. La diversification et l'innovation dans les investissements. Demander pour l'exploitation de nos ressources naturelles, par exemple. Déterminer les niveaux de la valeur ajoutée pour qu'un produit puisse sortir. Dans les secteurs miniers, par exemple. Sortir les concentrés ou bien les semi-finis, ça va ajouter sensiblement la valeur ajoutée
et multiplier les revenus dans le pays. Et vous savez ce que la multiplication des revenus entraîne dans les circuits économiques généraux. Voilà pourquoi l'institutionnalisation par une loi donnerait raison au président de la République. Oui, je voudrais m'adresser un peu au professeur Mugaruka. Il est évident que l'idée de mettre sur pied une classe moyenne dans notre pays est vieille, et plus vieille que le monde. Mais nous n'arrivons toujours pas, plus de 50 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. À qui la faute? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est les technocrates, qui sont pourtant nombreux, dans un pays où on a tout, et on est même envié, avec toutes les potentialités économiques à notre disposition, mais on n'a pas une classe moyenne. Comment vous expliquez ça? Eh bien, je pense que notre pays souffre de ce que j'appelle des tares de fabrication. Des tares qui sont apparus avec beaucoup plus d'acuité dès le moment où le pays a accédé à l'indépendance. De quoi s'agit-il? Vous savez, le développement comme la démocratie sont une culture et une mentalité avant d'être une simple question d'organisation et de structure. Les premières revendications des Congolais ne portaient pas sur la souveraineté ou l'indépendance. Les premiers Congolais à revendiquer ce que l'on appellera après l'indépendance portaient sur, en fait, un problème des inégalités sociales. Ils voulaient, les Congolais d'alors voulaient avoir les mêmes avantages sociaux que les Blancs. Et c'est progressivement, en tenant compte aussi de la mentalité de l'évolution de la pensée sur le plan international. Je ne parle pas, je ne vais pas entrer dans les détails avec la conférence de Bandung et toutes ces rencontres des Africains qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont pensé qu'il était temps qu'ils puissent eux aussi avoir droit à la souveraineté nationale et internationale. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que les revendications de type social sont devenues des revendications de type strictement politique. Mais la mentalité restait. Les premiers Congolais à accéder au pouvoir ont voulu et ont cherché à avoir d'abord ce qu'ils voulaient avoir, c'est-à-dire les avantages sociaux, sans contrepartie de travail. Les Européens, les Occidentaux, les colonialistes étaient riches, effectivement. Mais pour que vous puissiez avoir de la richesse, il faut commencer par travailler. Donc on avait une culture de la cueillette. Voilà. Alors on a pensé qu'on pouvait devenir riche sans travailler. Nous en sommes encore là aujourd'hui. Je pense que la première condition pour que nous puissions avoir à créer une classe, c'est commencer par produire. Produire ce dont nous avons besoin, d'abord pour résoudre nos besoins que je pourrais appeler vitaux, le boire et le manger, accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté alimentaire. Et vous savez que l'agriculture, c'est la base de tout développement. Eh bien, ça, nous pouvons le faire. Il faudrait mettre les Congolais au travail. Ça, c'est une responsabilité des politiques. C'est une responsabilité des politiques, naturellement. Parce que les champs sont là. Les hommes sont là. Ils ont tous, ils ont deux bras. Et les où, on ne va pas les chercher, on ne va pas nécessairement commencer par l'agriculture motorisée, intensive. Nous avons vécu comme ça. Notre pays était parmi les pays les plus riches sur le plan agricole, bien avant l'indépendance, alors qu'à ce moment-là, on n'utilisait que là où et les moyens que je peux appeler, je peux dire, accessibles et disponibles encore aujourd'hui. Donc la première chose, c'est organiser la production. La production alimentaire, la production... L'indépendance du ventre. L'indépendance du ventre, la souveraineté alimentaire. Je pense que c'est primordial. Et avec ça, évidemment, tout ce que cela suppose. Parce que si vous voulez que l'agriculture puisse fonctionner, il faut que les routes des dessertes agricoles soient aménagées. Et qu'on cesse de s'imaginer, de penser le développement simplement en termes de, entre guillemets, accession à la modernité.
il faut d'abord, pour penser à construire des autoroutes, il faut d'abord entretenir les petites routes de dessert agricole qui permettent à la production paysanne de pouvoir circuler dans le pays. Nous avons vécu comme ça pendant un certain temps, et cela, je ne dis pas que ça suffit, mais c'est déjà le premier pas. Et tout simplement ne pas aller très très loin. Commencer par organiser ce que j'appelle la territoriale. Parce que même du temps de la colonisation, ceux qui organisaient la production agricole, c'était les administrateurs du territoire. Dans chaque territoire, il y avait un moniteur agricole, dans chaque territoire, il y avait un moniteur vétérinaire qui organisait le travail de l'agriculture et de l'élevage. Nous sommes capables de faire ça aujourd'hui, moyennant évidemment ce qu'on appelle une bonne politique, c'est-à-dire la mise sur pied d'une administration territoriale compétente et consciente de ses responsabilités. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que le problème des inégalités sociales n'est pas simplement un problème de manque de denrées ou de produits disponibles. Il y a des pays qui ont un revenu très important sur le plan financier, sur le plan budgétaire, et où la population est très pauvre. Beaucoup de pays africains, ce qu'on appelle les pays pétroliers, ont aujourd'hui des gros revenus qui sont liés à cette denrée-là. Et pourtant, vous y trouvez un pourcentage de misère aussi élevé ou avoisinant le nôtre. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de produire. Encore faut-il assurer ce que l'on appelle une redistribution équitable des richesses du pays. Et c'est là que le bas blesse. Ici, chez nous, on pourrait multiplier les revenus par 1000 si on n'a pas une bonne justice distributive, si on n'a pas une loi qui redistribue les richesses de manière équitable, ça n'ira nulle part. N'oubliez pas que cette redistribution équitable des richesses du pays est inscrite noir sur blanc dans la constitution du pays. Les autorités politiques ont le devoir d'assurer une redistribution équitable des richesses du pays. Or, aujourd'hui, nous sommes très loin de là. Quand on sait que les institutions politiques à elles seules consomment 60% du budget national, eh bien, vous pouvez créer n'importe quel... C'est révoltant, vous pouvez avoir n'importe quel montant si c'est cette même mesure qui est de répartition. Si on applique la même clé de répartition des richesses du pays, eh bien, on aura le même résultat. Il va toujours y avoir une minorité des citoyens qui ont tout, et la grande majorité des citoyens qui n'ont rien. Avec comme troisième conséquence, l'impossibilité de faire émerger une classe moyenne. Pourquoi? Parce que dans une situation pareille, dans cette situation où les politiques sont les seuls à avoir accès à des revenus conséquents, eh bien, tout le monde ne rêve que de devenir politicien. Voilà, on a déjà fait les calculs. Le salaire moyen d'un fonctionnaire de l'État est de 72 $, 72 $ par mois. Et ça, ce sont donc des fonctionnaires de l'État. Ceux des services, des secteurs sociaux sont encore la moyenne, dans ce secteur, la moyenne est plus basse. Un policier touche 50 $, un enseignant touche 50 $. Avec ça, que se passe-t-il? Il se passe que tout le monde rêve de devenir politicien pour sortir de la misère. Alors imaginez un pays où tout le monde ne rêve que de devenir politicien. Finalement, si tout le monde devenait politicien, il régnerait sur quoi? Il gouvernerait qui? et donc la classe moyenne, c'est la classe qui fait tampon entre cette classe des bourgeois dont l'enrichissement sans cause et la grande majorité des gens qui sont pauvres. Et cette classe politique, elle fait tampon. Elle fait tampon et régule aussi la paix sociale. Et régule aussi la participation démocratique. Et les gens savent qu'il n'est pas nécessaire d'être politicien pour avoir le minimum vital et pouvoir avoir à côté de soi de quoi s'engager dans les activités sociales. Voilà, au-delà de l'arsenal juridique qui fait défaut, qu'il faut combler, au-delà de la mauvaise redistribution des richesses à laquelle faisait tout à l'heure allusion le professeur, est-ce que ne voyez-vous pas qu'il y a encore d'autres problèmes purement culturels qui font qu'on n'arrive pas vraiment à se prendre en charge? Par exemple, on voit les Asiatiques débarquer ici, presque pieds nus, sans gros moyens, et devenir du jour au lendemain millionnaires, et commencer même à engager des Congolais. Les Congolais vivent ici, ils ont tous les moyens, et pour essayer de frapper à gauche, à droite, n'arrivent pas à inculquer cette culture-là
de devenir, de s'hisser dans l'ascenseur social. Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, pour enfoncer les clous, parce que pour prendre la question de Jérôme, le gouvernement prend des mesures. Vous avez entendu qu'on a fait les guichets uniques pour que, en 3 jours, que les entreprises soient créées. Une entreprise, voilà. Vous avez entendu toutes les facilités qui sont mises à la disposition, en attendant la loi qui va venir peut-être renforcer l'architecture institutionnelle. Mais les Congolais ne courent pas, n'est pas un entrepreneur. Il est un débrouillard, ce qui n'est pas une culture d'entreprise. Donc je voudrais vraiment et ceux qui s'hasardent même à Oui. faire quelque chose, ils sont étouffés par des monopoles et il y a un environnement suicidaire entre eux. Qu'est-ce que vous dites de Ok. ça? La petite promenade dans ce domaine-là, je vais parler d'abord d'une perception erronée au départ entre responsabilité et responsable. Quand ils sont partis, le grand cri, quand on était en train d'accéder à l'indépendance, c'était que on va quitter Foncobel pour aller à Kalina. On sera Comme des blancs. responsable des magasins. On marchera ainsi de suite. On a confondu les responsabilités et être responsable. Et ceci est resté erroné dans Mais ça ne devrait tous pas être les héréditaire cycles. quand même. Mais bien sûr, professeur. parce que s'il y a un Ça ne effet, devrait pas Effectivement. être héréditaire. Entendez comment nous avons évolué. il a le retard de fabrication. Entendez comment nous avons évolué. Quand nous marchons avec Mobutu, vous m'excusez de revenir sur Mobutu, ce n'est pas pour le condamner, mais c'est l'histoire du pays. Et ça fait partie de l'histoire économique de ce pays, si pas l'économie de notre histoire. Nous arrivons au moment de la zaïrianisation. Vous avez était vu, un raté, un échec. c'était paf, entrer dans les magasins, prendre la propriété des biens que l'État a distribués, fini. Vider les stocks, les gens qui n'étaient pas habitués à voir les stocks, ils n'ont pas eu la culture de les gérer. Même ceux qui étaient grands magasiniers, c'était juste sa petite responsabilité là où il était. Ainsi, cette perception erronée de responsabilité est allée même dans le politique. Une perception erronée du pouvoir, par les uns et par les autres, envers les uns et envers les autres, s'est répercuté même dans la gestion. Même dans la gestion. C'est ce qui fait que aujourd'hui, nous nous retrouvons, ça a créé une méfiance, d'abord envers soi-même et envers le partenaire. Voyez la même situation. Nous avons connu de très grands problèmes dans cette ville, dans l'évolution des droits humains ou bien dans les droits syndicaux. Il était très difficile de mobiliser les travailleurs dans cette ville pour une revendication sociale. Pourquoi? Parce que chacun a son poste de travail, il ne voit pas ce que l'entreprise réalise. Chacun a transformé son poste de travail en un petit marché. Donc il ne peut pas s'absenter. Vous remarquerez qu'il y a des patrons, même des ministres, même dans la politique comme dans les secteurs privés, qui s'absentent difficilement. Et ceci a réduit leur sphère et leur rayon d'action. Et même leurs horizons, ils sont étroits. Pourquoi? Ils se méfient des alentours. Et cette méfiance-là a endigué les partenariats, même les joint ventures, les associations avec les étrangers. Ceux-ci, les étrangers qui sont arrivés, quand ils ont essayé, avec ce qu'ils amenaient comme savoir de chez eux, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce pays, mais ceux qui étaient sur place ne le faisaient pas. Personnellement, j'ai découvert ce pays de l'extérieur. Quand je suis sorti de ce pays, je me suis retourné, je regardais.
j'ai découvert ce pays et j'ai décidé d'y revenir. Les étrangers viennent découvrir ce pays ici au pays et décident d'y rentrer. Et vous voyez le problème de notre culture, c'est cette carence, cette perception erronée. Ça nous pose maintenant la erroneuse. deuxième partie de cette émission parce que nous avons dit l'émergence d'une classe moyenne dans un Congo mondialisé. Alors, vous avez vu la difficulté d'émerger une classe moyenne. Mais en même temps, nous devons vivre au jour le jour. Nous avons les portes ouvertes. Ceux qui viennent parce qu'on les a invités, tant mieux. Ceux qui viennent par la force, c'est les M23, c'est les agresseurs, c'est les Mbororo, etc. Et tout ça. Nous sommes un pays qui ne s'est pas encore suffisamment solidifié à l'intérieur, mais qui est obligé d'échanger. Comment nous allons survivre dans un monde comme celui-là? Est-ce qu'il est possible que le Congo fasse les deux fronts en même temps, c'est-à-dire émerger une classe moyenne et en même temps échanger de manière responsable avec le monde? Je voudrais peut-être qu'on commence cette partie-là. Oui. Avant de répondre, je voudrais quand même souligner un des éléments que le professeur a évoqué. C'est la culture de l'entrepreneuriat, la culture d'une gestion moderne, d'un État moderne. Vous savez que le Congo a connu une des indépendances les plus bâclées de toute l'histoire. On n'a pas préparé la relève. Les colonialistes, les colonisateurs pensaient pas d'intellectuels, pas de problèmes. Et donc, ils ne se sont pas attelés à la formation de l'élite, donc des gens, des vrais leaders, des gens capables de diriger le pays, alors que dans les pays environnants, notamment dans les pays anglophones, même dans les pays francophones, il y avait déjà des colons africains qui siégeaient au Parlement de leur métropole. Donc nous n'avons pas été préparés à ça. Et bien plus, ils ont conçu un système d'éducation. C'est très très important. Un système d'éducation qui était destiné à former des auxiliaires, donc des dépendants, des gens qui ne sont pas appelés à jouer le premier rôle. Et donc nous avons gardé cela dans notre tête, si bien que à l'accession du pays à l'indépendance, si vous y ajoutez l'idée que l'indépendance signifie avoir les mêmes privilèges que les Blancs, plutôt que le même travail, que le même travail, eh bien ceux qui sont arrivés au pouvoir ont développé le sens, l'idée que le pouvoir politique égale tout simplement avantages sociaux et matériels. Et c'est cela qui a favorisé dès le départ, dès les années 63, si vous lisez un des discours du Premier ministre d'alors, M. Adoula, vous sentez qu'il se plaint déjà de la corruption. La corruption et l'impunité se sont installées pratiquement au lendemain de l'indépendance. Et jusqu'aujourd'hui, nous en sommes là. Une vision prédatrice du pouvoir, une vision que je peux appeler autocratique de promotion sociale, personnelle et peut-être familiale et clanique du pouvoir, qui fait que nous devenons incapables, avec de tels tares, avec une telle culture, gangrénée par la corruption, l'enrichissement facile, l'absence du sens du travail et de la rigueur, nous arrivons difficilement à pouvoir créer des entreprises modernes, compétitives et capables de faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. Si vous ajoutez à ça que nous sommes un pays qui, de par ses dimensions, de par sa position géographique, de par sa population, de par ses potentialités naturelles, est appelé à un rôle qui est régional, continental, voire universel. Il y a des matières premières que nous détenons et qu'on appelle des matières premières stratégiques. Le coltan, par exemple, le pétrole, par exemple, et beaucoup d'autres produits, le niobium, par exemple, qui sont des produits qui interviennent dans l'équilibre des puissances au niveau international. Vous n'avez pas demandé à ces gens-là de vous les laisser, ils vont nécessairement venir. Donc, avec toute cette situation-là qui oblige notre pays à devenir une sorte de carrefour, ce qu'on appelait avant la colonisation un espace de compromis, parce qu'il fallait que tout le monde y ait accès. Alors, quand nous entrons donc dans cette situation-là où nous sommes ouverts au monde, dans un monde impitoyable, qui est devenu encore
plus impitoyable avec ce que l'on appelle la mondialisation, avec son corollaire de libéralisme sauvage. C'est-à-dire, avant, ce sont les États qui organisaient, si vous voulez, l'exploitation de notre pays. Aujourd'hui, les États se sont retirés au profit des entreprises qui n'ont qu'une seule loi, c'est la loi du profit et de l'intérêt. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous ceux qui viennent ici, il ne faut pas leur parler de pitié, de justice. Ils font du profit. Voilà. Et si vous êtes incapable de vous défendre, eh bien, ils vous mangent. Ils font du profit à travers la corruption. C'est ça la question que je voulais poser également à votre collègue. Parce que, vous voyez, nous avons besoin d'une classe moyenne, mais nous devons être ouverts. Nous parlons mondialisation. Mais nous constatons que ceux qui viennent de l'extérieur trouvent une culture qui veut que pour faire bien les affaires, chacun doit avoir son général, chacun doit avoir son colonel, je ne sais pas moi, son ministre, son dignitaire. Oui. Et ils vont plus loin. Hein? Ils essaient même d'étouffer le jeune entrepreneur congolais qui monte et qui essaie. Au jour d'aujourd'hui, aucun Congolais ne peut pas importer les chinchas de Namibie, aucun Congolais ne peut pas importer les poulets du Brésil, tout comme le riz de la Thaïlande. Quand vous arrivez dans ces pays-là, on vous dit, écoutez messieurs, dans votre pays, c'est X qui a le pouvoir de venir prendre le marchandise et aller le vendre. Mais c'est un frein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de remettre les choses sur les rails et permettre, à part bien sûr la loi, de changer les comportements pour permettre à cette classe moyenne d'émerger? Parce qu'il y a des tentatives. Regardez, nous avons Kindwelo qui était majoritaire à la BIC, qui a cédé sa majorité, il est devenu maintenant, il fait autre chose, il est dans les bâtiments. Et des jeunes comme ça, vous avez des médias qui ont des bâtons dans les roues, mais où est-ce que nous allons? Comment nous pouvons arriver à débloquer la situation? On ne peut pas à se partir fermer des à politiques. l'étranger. Oui. Mais en même temps, on ne peut pas non plus laisser tout faire. Voilà. Alors, voilà les on fait paradoxes. quoi? Nous faisons quoi? Ok. Nous parlons de la mondialisation. Nous en avons fait la vulgarisation. Et parmi les facteurs contraignants qui ont été identifiés par les stratèges de la mondialisation, ce sont les facteurs culturels. La corruption est devenue une mentalité, est devenue une culture. On parle même d'un sport. Et les étrangers ont identifié ça. Mais il y a des facteurs culturels qui ont fait l'émergence dans le cadre de la mondialisation de certaines nations. La tolérance de l'Inde a fait que l'Inde développe la diplomatie des négociations pour résoudre tous ces conflits et ces problèmes. Son voisinage avec le Pakistan et la Chine n'est pas de tout repos. Tous, ils ont compris le bienfait de la mondialisation. Cette chaîne-là, c'est une vague négative dans certains domaines. Mais si vous vous en tirez maintenant, vous ne saurez plus y revenir facilement. Mais chez nous, il s'est fait que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On est parti de... On a acquis les biens, accédé aux privilèges du colonisateur, mais sans travailler. Ceci a entraîné le clientélisme, le despotisme, le clientélisme, ainsi de suite, qui a affaibli le système de gestion. Et il s'y est glissé la corruption. La corruption a entraîné les compromissions. Quand le boss laisse faire les agents qui lui apportent quelque chose, il se retrouve dans une situation de compromission et non de compromis. Et la compromission entraîne vers l'impunité. C'est ça la naissance de l'impunité, c'est la compromission dans toutes ces choses. Nous avons des étrangers qui arrivent. Nous regardons le présent. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous devons penser à l'avenir de ce pays. Penser aussi à la souveraineté.
Sans classe moyenne propre dans une nation, vous ne pouvez pas vous attendre à une quelconque souveraineté économique soit-elle, politique soit-elle et culturelle soit-elle. C'est ce qui fait que nous puissions rester bloqués. Il y a une culture. Nous avons développé, en tant que pays de la périphérie, nous avons développé la culture des grands exportateurs de quoi? Des ressources naturelles. Donc, non transformées. Quand nous les exportons, à cet état, nous exportons toute la valeur ajoutée qui nous sépare de la matière première au produit fini. Donc, nous exportons les emplois des fils de pays pour importer le chômage. Qu'on s'intéresse aux solutions. Il y a eu des tentatives, des solutions qui étaient faites pour résoudre ce problème de la classe moyenne. Et Mobutu, on a cité la zéréanisation et consorts, ça n'a pas marché. Et Mobutu avait même dit que plus rien ne sera comme avant. Le président Kabila a dit « fini la récréation ». Et on voit maintenant la révolution de la modernité qui arrive, et avec la matatisation de l'économie, qui voudrait que, sous le leadership du chef de l'État, qu'on essaie de cesser d'être des quémandeurs et nous puissions devenir aujourd'hui un gouvernement bailleur de fonds. Est-ce que nous avons toutes les chances de nous en sortir et de créer cette classe moyenne, et à quel prix, à quelles conditions? Bon, notre pays, à force de n'être pas arrivé à conjurer ou à contrer ce que moi j'appelais l'état de fabrication, est arrivé à la situation que nous connaissons aujourd'hui d'un pays qu'on peut considérer comme sinistré. Et dans un pays un pays sinistré, tout est prioritaire. Et il y a tellement de priorités qu'on ne sait pas où commencer. Mais c'est une raison justement pour s'asseoir et se dire que si nous commençons à tâtonner et à improviser, ça ne marchera pas. Nous devons identifier les priorités des priorités, c'est-à-dire les priorités qui ont un effet d'entraînement, qui si elles sont modifiées, elles vont créer un effet d'entraînement. Et selon moi, c'est une réflexion personnelle qui n'est pas celle d'un économiste, mais d'un penseur. D'un stratège. Il y a deux choses essentielles que nous devrions rétablir et qui sont liées à ce qu'on appelle la gouvernance. Primo, c'est la justice. La justice, parce que si on a une vraie justice indépendante et efficace, elle pourra lutter, contre les inégalités sociales, contre la violence, contre la corruption et contre l'impunité. La justice tout court. Que tous ceux qui enfreignent la loi sachent qu'ils vont en subir les rigueurs. Il faut restaurer ça. Dans quel pays est-ce que les gens peuvent faire n'importe quoi sans risque? Et si on crée une telle situation, comme aujourd'hui, où il n'y a pas de justice, eh bien c'est la porte ouverte à toutes les antivaleurs, parce que la justice a sans doute un rôle pédagogique, mais elle a aussi un rôle répressif, un rôle dissuasif. La peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Et donc restaurons d'abord la justice. Et on ne blague pas avec la loi, on ne blague pas avec les règlements. Et en fait, chez nous, ce ne sont pas les lois qui manquent. Absolument pas du tout. Et les lois que nous avons sont justes, en général très justes, mais c'est l'application qui ne suit pas, parce qu'on a créé une mentalité de tolérance, d'impunité, de complaisance, telle qu'il n'y a plus de discipline et il n'y a personne qui est capable de faire respecter la loi. Et donc il faut faire respecter la loi. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est l'éducation. L'éducation qui n'est pas seulement l'éducation scolaire, mais qui est l'éducation de la société en général, de la masse. Et là, ça devrait être un programme national auquel participeraient non pas seulement les églises et les confessions religieuses, mais aussi les partis politiques, les médias. On devrait avoir un programme d'éducation civique pour
toute la population. D'ailleurs, on ne peut pas éduquer dans le système scolaire classique si les valeurs qu'on prône sont contredites par la vie de chaque jour. Si vous dites aux élèves que c'est mauvais de voler et de tuer, et qu'ils voient des voleurs et des tueurs et des assassins qui prospèrent et qui deviennent ministres, ils vous diront non, l'enseignant nous trompe. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc il faut une éducation populaire où nous réaffirmons les valeurs consensuelles sur lesquelles nous voulons organiser notre vivre ensemble. C'est très important. Et cela devrait se faire par un programme national d'éducation civique. Ce sont ces deux choses-là. Vous savez, dans les autres pays, ils ne sont pas nécessairement plus vertueux que nous. Mais vous savez que dans des pays développés, il y a de ces fautes-là que toute la population réprouve. Et lorsque un dirigeant fait cela, c'est toute la population qui le condamne. Et c'est à cela que nous devons arriver donc à rayer. Donc la justice et l'éducation. Nous allons terminer certainement avec vous, M. Poum, pour quelques secondes simplement. Le président a convoqué les concertations. Vous êtes économiste. Par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui, liez un peu votre discours aux futures concertations. Pour terminer, pour qu'on prenne en compte ce que nous avons dit aujourd'hui. Vous savez que tout le conflit politique, tout le problème politique, je reviendrai à ce que nous avons dit ici, le partage. Une politique de partage équitable et rationnelle nous mettrait à l'abri de tous les problèmes politiques. N'hésitons pas, faites-nous une bonne politique, nous vous faisons une bonne économie. Tous les conflits dans le monde, c'est autour de l'économie. La géopolitique mondiale maintenant, c'est autour de l'énergie. C'est autour de l'énergie. Le pétrole, les gaz. La Russie est tiraillée par le... C'est autour de l'énergie. Et bientôt l'eau. L'Est du Congo, ce qu'il y a à l'Est de notre pays, c'est pour l'économie de demain. Donc nous en avons encore pour longtemps. Si nous ne sommes pas responsables dans ce que nous faisons maintenant, nous allons hypothéquer le pays. Parce que les métaux pour lesquels on se bat à l'est du pays, c'est pour l'économie de demain qui ne vient qu'à peine de commencer. C'est pour combien de temps? Le Pax Americana a mis presque 60 ans. Et puis ne blaguez pas. La fin de la guerre mondiale à nos indépendances, ce n'était que 15 ans. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais la conférence nationale à ce jour, ça fait 23 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Le temps est impardonnable à tout ce qui s'est fait sans lui. Merci. Merci beaucoup, M. Ibem Mpunga. Merci beaucoup, Abem Ngaruka. Nous avons été ce soir à une grande école, à l'école de la patrie, à l'école de la pensée, mais surtout à l'école de l'analyse et de l'objectivité. J'ai compris qu'il nous faut nous battre pour non seulement préparer notre peuple à une éducation civique importante, mais il faut que la justice distributive, la justice économique, qu'elle soit parmi nous pour que nous puissions aller de l'avant. Classe moyenne et émergence mondiale, tout cela est possible grâce à un peuple qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à Forum de la presse politique. Nous avons été heureux de vous savoir nombreux et surtout moi et Jérôme, nous vous retrouverons certainement pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien. Mais je ne pourrai pas terminer cette émission sans souhaiter bon anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire, qui a accepté même le son anniversaire de venir nous honorer. Vous voyez, même le jour de sa naissance, il a donné. Ne dit-on pas que la meilleure preuve d'amour est celle de donner la vie pour les siens. Voilà, il a donné la vie d'aujourd'hui à toute la nation. Au revoir et à la prochaine.